Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, il est peut-être amoureux aussi, Nicolas Vidal. D'abord, nous recevons notre partenaire, Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour, chers amis, je suis amoureux de la joie, vous savez, de la démocratie. Moi, toujours pareil, je suis épris et passionné. Alors, Voilà. Et pour ceux qui ont la chance de nous voir sur les images, sur YouTube par exemple, Nicolas Vidal a un très beau fond d'écran aujourd'hui. Exactement, mais on monte en gamme, chers amis. Oui, c'est ça, il faut concurrencer c'est pas la pénurie pour tout le monde. Ouais, il faut concurrencer la belle matinale progressiste de France Inter, donc oui. on y met les moyens. Voilà. Nicolas Vidal, je rappelle, vous êtes fondateur de Putsch Média. Alors, on se tourne vers notre invité vidéo. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et notre invité aujourd'hui est Perrine Salé. Bonjour Perrine Salé. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Femmes de Force de l'Ordre en colère, FOC. C'est comme ça que vous le prononcez. FFOC. Et alors, vous avez un livre qui va sortir également. Je commence à en parler, mais on en reparlera. On vous réinvitera pour votre livre. Putaflic. Ça a le mérite d'être franc, droit. D'être assez clair. Putaflic. Un livre coécrit avec Aurélie Laroussi aux éditions Ring. On va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, et Dieu sait qu'il y a de l'actualité autour des forces de l'ordre. Et dernièrement, malheureusement, c'est encore cette triste actualité. Karim, un policier de 45 ans, qui était affecté au commissariat d'Angoulême, qui a décidé de mettre fin à ses jours. C'était hier même. Et le 37e policier qui s'est donné la mort depuis janvier 2022. On arrive encore une fois à un record là, Perrine Salé. On est à un record par rapport aux années précédentes. Effectivement, on en a un de plus que l'année dernière. Et on est qu'au mois de septembre. Même si on est bientôt fin septembre, on reste qu'au mois de septembre. Dans l'association, on fait malheureusement cet horrible décompte pour pouvoir alerter sur les conditions de travail des forces de l'ordre, sur les conditions de travail des flics et également sur la pression morale qu'ils vont pouvoir supporter en fait tout le long de leur carrière. Typiquement, Karim, c'était un policier émérite, il avait une longue carrière. C'est pas entre guillemets un petit jeune mal recruté qui avait des faiblesses psychologiques. Non, c'est toujours ce qui est expliqué sur le suicide des policiers. Oui, il avait des faiblesses. Oui, dans sa famille, ça ne se passait pas très bien. Alors peut-on expliquer aussi que ça peut ne pas bien se passer dans la famille quand ça se passe pas bien au travail, par exemple. Évidemment, en fait, on considère que le suicide c'est multifactoriel. Malheureusement, quand ça va pas au travail, quand ça va pas à la maison, forcément on a un bagage qu'on doit supporter, et puis quand vous êtes flic, vous voyez les pires choses qui peuvent arriver. Vous voyez la mort, vous la côtoyez, vous voyez des familles endeuillées, vous voyez des personnes blessées, et forcément à un moment donné ça peut avoir un impact, ça va avoir un impact dans votre vie privée, au point de ne trouver plus aucune réponse, de se sentir parfois même inutile, et de retourner l'arme contre soi. Donc c'est ce qu'a fait malheureusement Karim, mais comme 36 autres policiers précédemment. Et on a un chiffre dans l'association, donc c'est un chiffre qui est très difficile à avoir, mais aujourd'hui on décompte au moins 30 orphelins, des enfants de policiers ou policières qui se sont suicidés cette année. Donc au moins 30 enfants ont perdu un père ou une mère. C'est une horreur. Alors peut-être à préciser sur l'histoire de Karim qu'il avait une histoire quand même un petit peu particulière puisque, vous l'avez dit, il avait un long parcours, mais malgré tout, il a été condamné à une peine de prison avec sursis récemment, avec 3 de ses collègues dans une affaire de violence en boîte de nuit. Oui, parce que malheureusement... Est-ce que c'est cette condamnation aussi qui a pu peser ? Ça peut avoir pesé, mais malheureusement, je ne suis pas à sa place pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Mais effectivement, ça peut être multifactoriel, comme on le disait. Il peut y avoir le poids de cette condamnation. Il peut y avoir aussi ce sentiment de ne pas répondre aux exigences pour lesquelles il avait signé quand il est rentré dans la police nationale. On peut aussi se dire que une condamnation, oui, ça a un poids à faire supporter sur la vie de famille, sur la conscience personnelle, professionnelle également, sur le regard que peuvent avoir les autres par rapport à soi-même. Donc évidemment, ça peut avoir un gros impact. Mais toute condamnation, et on le verra sûrement dans le développement plus tard, c'est pas parce qu'on commet des erreurs ou qu'on commet des délits ou des crimes qu'on mérite la mort. Ça c'est certain, et puis d'autres commettent des erreurs plus de 30 fois et sont relâchés très vite. C'est aussi un des sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble, mais d'abord je vais vous donner la parole, Nicolas Vidal.
Oui, bonjour Perrine Salé. Moi, je suis bien entendu le compte Twitter de l'association parce que c'est vraiment extrêmement effrayant et ça nous permet d'avoir, nous, journalistes, un point de vue sur ce qui se passe, même si on connaît les faits divers, mais on peut pas tous les agréger. Perrine Salé, moi, la question que j'ai envie de vous poser, on voit aujourd'hui que, je le pense, la France est en train de sombrer véritablement dans Orange Mécanique. On l'a vu notamment avec les refus d'obtempérer, que moi, j'estime être, à un moment donné, souvent des tentatives d'homicide, concrètement. J'ai quand même l'impression, Perrine Salé, que pour vos maris ou les gens qui font partie, vos conjoints, vos compagnons, que le ministère de l'Intérieur, à part faire des tweets par Gérald Darmanin, est-ce qu'il a vraiment pris conscience de ça? Et à un moment donné, est-ce que il se désengage pas aussi, tout comme la haute administration de la police, parce qu'on n'a pas l'impression tout de même que les forces de l'ordre sur le terrain, sur les questions de la délinquance, sur la question de l'ensauvagement de cette société, soient véritablement pris en compte, à part beaucoup de tweets. Voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser, Perrine Salé, à ce sujet. Alors effectivement, on remarque qu'il y a des agressions de plus en plus violentes. Il y a beaucoup d'interventions qui sont faites avec des individus qui sont armés, notamment armés de couteaux. Ouais. On remarque qu'il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, un par 20 minutes environ en France, donc c'est énorme. Effectivement, ces refus d'obtempérer sont non seulement dangereux pour les conducteurs, mais également dangereux pour les usagers de la voie publique et surtout pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie. Effectivement, on a un ensauvagement de la société qu'on a dénié pendant des mois et des années, notamment par les responsables politiques. Le dernier en date, c'était quand même Éric Dupond-Moretti qui avait bien évidemment dénié ce sentiment d'insécurité, etc. Oui. Malheureusement, ce n'est pas un simple sentiment, on est bien dans une réalité. D'ailleurs, Olivier Faure avait bien parlé de Orange Mécanique la dernière fois, alors qu'on considérait que c'était un point de vue un petit peu chaotique, presque fanatique, de facho. Alors que pas du tout, on a affaire à des individus qui non seulement sont de plus en plus violents, mais également à une haine de la police nationale, une haine de l'uniforme qui se fait d'autant plus sentir, une réalité qui est actuelle, qui est palpable. Ensuite, sur les questions de responsabilité de politique, de la haute hiérarchie et des autorités du ministère de l'Intérieur, évidemment, il y a un travail énorme à faire, un travail de soutien, un travail d'encouragement, un travail de moyens donnés. Et effectivement, Gérald Darmanin avait quand même assumé cette position. On retrouve la politique du chiffre qu'on avait énormément dénoncée, notamment par la mobilisation des policiers en colère, qui a été dénoncée par les syndicats et qui est également dénoncée par notre association, parce que à force de faire du chiffre, on oublie les fonds des problèmes, on oublie ce qui va être très profond. Rappelons peut-être un petit peu ce que c'est la politique du chiffre. Nous, on avait reçu Alexandre Langlois qui nous avait un petit peu expliqué comment cela fonctionnait. Ça voulait dire, parfois, on privilégiait le fait d'aller ramasser des petits dealers que l'on connaissait bien au coin des rues pour des petits trafics de drogue, plutôt que de faire des enquêtes de fond sur des vrais gros trafics internationaux, puisque tout simplement ça rapportait plus de points. En fait, tout à fait. C'est des petites cases qui vont être cochées parce que on a besoin de statistiques pour voir l'efficacité de la police nationale. On a besoin de statistiques pour voir l'efficacité de la justice. La statistique aujourd'hui. Voilà. Alors qu'en fait. La police nationale, c'est pas une entreprise. On a affaire à des vraies personnes, avec des vrais problèmes. Mais les entreprises aussi, vous savez, souffrent de ces statistiques. Tout à fait. C'est pour ça que la politique du chiffre, en fait, gangrène véritablement le travail, notamment des fonctionnaires de police, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Et ça ne permet pas d'aller dans le fond, et ça va mener à des décisions de justice qui sont incompréhensibles. Ça va mener aussi à un sentiment d'impuissance, à un sentiment d'inutilité. Et on le remarque bien, on a affaire à des rodéos urbains qui sont récurrents, qui sont problématiques et qu'on constate chaque été. Et donc, chaque été, on a un ministre de l'Intérieur qui va mettre en place une politique contre les rodéos urbains avec énormément de contrôle. Mais est-ce que pour autant, ça va endiguer la problématique ? Non, ça va juste nous amener des statistiques supplémentaires. Ça va juste montrer qu'effectivement, on a compris que ça gênait un petit peu les concitoyens et que ça gênait un petit peu le travail des forces de l'ordre. Mais est-ce que pour autant, ça va changer la donne ? Non, mis à part des saisies de véhicules, c'est tout ce que ça va donner. Alors, il y a une raison aussi que je voudrais qu'on aborde sur ce sentiment peut-être d'abandon de la police. Vous parliez tout à l'heure du refus d'obtempérer. On peut même aller jusqu'à la tentative d'homicide contre les policiers. Si on cite le dernier cas, donc celui du 19 septembre, qui est très récent, un policier a été grièvement blessé, je vais y arriver, suite à un refus d'obtempérer. Et je vous propose qu'on écoute un extrait pour nous remettre dans le contexte. L'accident s'est produit à hauteur de ce rond-point, situé dans le centre-ville d'Anzin. Ce matin,
La violence du choc reste bien visible sur l'asphalte, mais aussi dans l'esprit des riverains. On était à la maison, puis on a entendu un gros boom. Et peut-être 30 minutes après, on s'est mis à la fenêtre et on a vu tout plein de policiers, des pompiers. Il y avait un homme par terre, mais on ne savait pas si c'était un policier ou un jeune. Le bruit, il était comment ? Très choquant. En fait, moi, tout de suite, j'ai cru que c'était un camion qui avait percuté quelque chose. 23 heures passées hier soir, des douaniers veulent contrôler un véhicule suspect à Petite-Forêt. Mais l'individu prend la fuite à toute allure sur plusieurs kilomètres. Sur cette vidéo amateur, on aperçoit l'Audi A3 suivi par la douane. Une équipe de police se positionne plus bas pour crever les pneus du véhicule en vain. Le conducteur, un homme de 29 ans, emprunte le rond-point à contresens, percute violemment l'un des policiers avant de terminer sa course quelques mètres plus loin. L'état du véhicule témoigne de la violence du choc. Le policier, grièvement blessé au dos et à la hanche, est transporté aux urgences de Valenciennes. Dans le véhicule en fuite, une importante quantité de drogue est saisie. Voilà, alors là vous voyez un petit peu la scène, la violence du choc contre le policier qui tentait d'arrêter cette voiture, ce conducteur qui fuyait, la police. Alors je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le profil de ce conducteur. Il est âgé de 29 ans et pourtant, 29 ans, il a eu le temps de faire des choses puisqu'il est bien connu des services de police. Il a été condamné à 5 reprises. Condamné à 5 reprises. À chaque fois devant des tribunaux des Hauts-de-France. Alors la première fois, c'était en 2016 par le tribunal de Senlis. 1 an d'emprisonnement, dont 2 mois avec sursis pour transport, détention, acquisition de stupéfiants. Donc il me semble, vous allez vous m'arrêter si je me trompe, Perrine Salé, qu'un an finalement on les fait jamais. Non, c'est très rare. Voilà, quand on dit 1 an d'emprisonnement, en fait, on ne fait pas son emprisonnement. Sa dernière condamnation pour interdiction de détenir une arme remonte à octobre 2020. Donc, cet homme a déjà été emprisonné à 1 an d'emprisonnement, condamné. Il porte des armes. Et puis, il a aussi été condamné pour refus d'obtempérer, mais déjà avant, aggravé, refus d'obtempérer aggravé en septembre 2019. Cette fois-ci, condamné à 10 mois de prison. Donc, pareil, du coup, pas condamné, enfin, pas parti en prison, avec un aménagement de peine qu'il avait autorisé à sortir avec ce fameux bracelet électronique qui a l'efficacité qu'on connaît et donc qui a pu suivre sa détention à domicile. Et ben voilà, cette personne-là recommence en fait. Comment peut-on comprendre le système de la police si ces personnes-là, qui en plus s'en prennent à la police, ressortent toutes ou ne vont même pas une fois en prison ? Effectivement, en parlant de statistiques, il y a une statistique qui est très réelle, c'est que la majorité des gros délits et des crimes sont commis par des multirécidivistes. C'est-à-dire que les individus qui sont condamnés, soit vont purger leur peine ou non, et vont recommencer, vont commettre d'autres actes de plus en plus graves ou de moins en moins graves, bref, une multitude d'infractions qui vont s'accumuler. Par contre, au moment où les fonctionnaires de police et les douaniers vont pour contrôler ce véhicule, on veut le faire stopper, ils ne savent pas le passif de l'individu au volant. Bah oui. Ils ne savent pas le passif de cette personne. Ils constatent juste qu'il y a une tentative de fuite. Il y a une suspicion, du coup, de pourquoi pas port d'armes, de pourquoi pas trafic de stupéfiants, pourquoi pas même enlèvement d'enfants, séquestration, ce genre de choses. Faut pas oublier non plus qu'un contrôle routier, ça peut mener à plein de choses. Donc, effectivement, ils vont contrôler ce véhicule. Ils ne connaissent pas l'individu qui est à l'intérieur. Par contre, cet individu-là, il est extrêmement dangereux parce qu'il prend tous les risques. Il prend un rond-point à contresens, il conduit à vive allure, il essaye de fuir. Et également, il a une attitude qui est dangereuse non seulement pour lui-même, pour les autres usagers, mais également pour les forces de l'ordre. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que la dangerosité de cet individu devient particulièrement importante, particulièrement nécessaire à appréhender. Et on se souvient tous d'Éric Monroy, ou encore de Mélanie Lemay, qui ont été tués par des chauffards, qui ont refusé d'obtempérer et qui ont percuté volontairement les fonctionnaires de police ou de gendarmerie et les ont tués. C'est pour ça qu'on parle de tentative d'homicide aujourd'hui concernant cette affaire d'Anzin. C'est pour ça également qu'on est complètement soulagé que le fonctionnaire de police ayant été percuté ne subissent, entre guillemets, que quelques fractures, que quelques douleurs, même s'il est grièvement blessé, ses jours ne sont pas en danger, et c'est totalement louable, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais, effectivement, ce sont des tentatives d'homicide, et ce sont aussi les raisons pour lesquelles les fonctionnaires de police, aujourd'hui, quand ils font face à des refus d'obtempérer, savent que leur vie est
extrêmement mis en danger. D'ailleurs, à ce sujet, je signale que Gérald Darmanin avait tweeté au début un policier grièvement blessé cette nuit suite à un refus d'obtempérer dans le véhicule. Dans le véhicule, dit-il, de la drogue. Alexandre Langlois du syndicat Vigie donc précise quand un policier est grièvement blessé, ce n'est pas un refus d'obtempérer, cher monsieur, c'est une tentative d'homicide. Peut-être aussi faut-il savoir remettre... Gérald Darmanin avait quand même tweeté Après, également à ce sujet en précisant que c'était une tentative d'homicide et qu'il fallait apporter tout notre soutien aux forces de police et de gendarmerie. Donc, dans un sens, il y a eu le bon sens qui est revenu auprès du ministre de l'Intérieur, qui est, rappelons-le, le premier flic de France. Oui, Nicolas Vidal. Alors moi, je voudrais aborder le fond de l'affaire qui me semble extrêmement intéressant, c'est la volonté politique. La volonté politique, on voit, Perrine Saleh, effectivement, que les forces de l'ordre sont envoyées sur le terrain face, on l'a dit, à une ultra-violence, une ultra-délinquance, dans une France de plus en plus orange mécanique. On voit qu'il n'y a pas forcément une volonté politique aussi d'endiguer ça. Par contre, on voit que la force publique, la volonté politique d'endiguer les manifestations populaires, là, par contre, on y met les moyens. Donc, c'est la question que je viens de vous poser, c'est qu'à un moment donné... les compagnons, vos maris qui sont engagés sur le terrain face à cette ultra-violence, il n'y a pas un risque aussi d'implosion au sein même de la police, des fonctionnaires de police qui disent qu'à un moment donné, le dépit et la peur aussi, parce que je pense que le pire pour un fonctionnaire de police, c'est la peur d'un moment donné de lâcher l'uniforme et de faire autre chose. Voilà, parce que finalement, la volonté politique, je pense avoir montré, quand l'État veut, l'État peut, concrètement. Alors effectivement, quand l'État veut, l'État peut. La problématique étant que l'État ne met pas les moyens, non seulement ni pour la police nationale, ni pour la justice. Donc effectivement, outre la volonté politique, il y a les moyens mis en place, et ces moyens sont parcimonieux, on va dire. Il y a du recrutement qui est en cours pour les effectifs de police et de gendarmerie, il y a du recrutement qui est en cours aussi bien pour la justice. Il y a énormément de volonté, on va dire, à faire face à cette délinquance et à faire face à cette criminalité qui augmente. Je tiens juste à rappeler un point, ceux qui sont sur les manifestations ne sont pas forcément sur les refus d'obtempérer, ce ne sont pas les mêmes services de police. Il y a des services qui sont spécialisés dans le maintien de l'ordre, des services qui sont spécialisés dans le grand banditisme et des services qui sont spécialisés dans le tout venant, notamment la police secours, les interventions sur les violences intrafamiliales, etc. Donc effectivement... Il faut bien penser que malgré le fait qu'il y ait des services bien différents, bien définis, il y a une surcharge de travail énormissime. Lors des manifestations Gilets jaunes, on parlait des heures supplémentaires qui explosaient. Qui n'étaient pas payées. Qui n'étaient pas payées également, mais qui explosaient. Elles ont été payées depuis ou pas ? Oui, il y a eu une mise en place du paiement des heures supplémentaires, mais elles étaient extrêmement compliquées parce que plus un fonctionnaire a été engagé, plus il cumulait des heures supplémentaires, plus effectivement le compteur s'alourdissait et donc plus difficile encore de payer ces heures supplémentaires. Après, il y a aussi eu un découpage entre paiement et repos supplémentaires. Donc tout ça, ça rentrait un petit peu en considération. Il y a eu aussi également des idées de changement d'organisation au sein même de la police nationale, notamment des découpages territoriaux, des refontes, là c'est en cours pour notamment la police judiciaire, des redécoupages également d'effectifs. Mais on remarque quand même sur le terrain, mon compagnon qui est fonctionnaire de BAC de nuit, aujourd'hui équipe un véhicule parfois à 2 fonctionnaires de police. Une patrouille de BAC à 2 fonctionnaires de police. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est viable ? Non. Bah oui. Est-ce que c'est dangereux ? Extrêmement. Et quand on voit en plus la population actuelle, les dangers... Tout à fait. Et effectivement, là, on se dit que l'État faillit dans sa tâche parce que, justement, on n'a pas les moyens donnés pour pouvoir assurer la sécurité des fonctionnaires. Et c'est aussi dans ce genre de situation qu'on remarque que les textes peuvent être très très bien faits pour protéger les fonctionnaires de police, notamment 3 par véhicule, ou alors un policier adjoint avec 2 fonctionnaires titulaires. Mais dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, vous avez effectivement... Vous êtes dans une situation dégradée, mais en permanence. En permanence. Et donc, on va avoir parfois des fonctionnaires de police qui sont des policiers adjoints, qui vont aller faire le planton devant un commissariat, devant des situations données, mais normalement, ils ne sont pas censés le faire, parce qu'ils n'ont pas les habilitations pour pouvoir le faire, pour pouvoir porter l'arme longue, etc. Une question, Perrine Saleh, puisqu'on parle de ce véhicule de la BAC, cette tournée de nuit avec seulement 2 personnes et pas forcément le matériel adéquat. Comment vous expliquez qu'à côté de ça, on a les moyens pour acheter, je ne sais plus combien, 70, 90 Centaures, des chars blindés de dernière génération d'opérations extérieures militaires pour le maintien de l'ordre ?
Pourquoi l'argent va là et pas forcément dans le reste des opérations Alors pour les policières. éléments, pour les véhicules de l'armée, il faut savoir que l'armée a été laissée pour compte énormément pendant un long moment et que leur matériel était d'autant plus vétuste et Oui, mais là, qu'il leur manquait du ça va matériel. être attribué au maintien de l'ordre policier, hein, si je ne m'abuse. Normalement, ça devrait, ça pourrait. Après, il y a encore des discussions en cours, mais effectivement, il faut renouveler en fait tout le matériel, aussi bien des militaires de la gendarmerie nationale, des militaires qui vont aller en OPEX ou encore de la police nationale. Il y a eu un petit peu de modifications, il y a eu des refontes, mais le matériel ne va pas être suffisant et ne va pas être total. Notamment, on a le nouveau le nouveau pistolet à impulsion électrique qui va arriver sur le terrain pour les forces de l'ordre, et notamment pour la police nationale, puisque tout le monde parle de ce fameux taser, qui pourrait être très utile, notamment contre des individus armés de couteaux, ce qui n'est pas forcément le cas en toute situation, mais qui devrait arriver. Mais ce PIE ne va pas être délivré à tous les fonctionnaires. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible. Donc effectivement, on a un renouveau dans le matériel, on a de l'argent qui est injecté dans certains renouveaux de matériel, mais est-ce qu'il sera suffisant ? Non. Par contre, il était nécessaire ? Oui. Nicolas Vidal. Oui, là-dessus, sur les centaures, la question des centaures, Perrine Salé, on voit bien que le gouvernement, le pouvoir met le paquet sur le maintien de l'ordre, manifestation populaire et sociale, et laisse vos conjoints et vos compagnons dans une panade absolue, pratiquement en danger de mort tous les jours. Donc, on voit bien quand même que le gouvernement, il veut mettre du pognon dans le maintien de l'ordre, mais pour le coup, maintien de l'ordre populaire, et il laissera, je le répète, vos conjoints et vos compagnons. C'est la pression que ça donne, en tout cas. Voilà. Oui. Là, quand ils veulent mettre des moyens, ils les mettent. Voilà. Et là, manifestement, sur les LBD, les balles de LBD et sur les centaures qui seront des engins blindés militaires qui peuvent évoluer en terrain dégradé urbain, c'est pas pour les banlieues. Ça sera pour Paris et les grandes villes. Et bien justement, voilà, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus parce que justement, tout ce qui va être utilisé en maintien de l'ordre, faut savoir que notamment le LBD, à la base, c'est pas pour le maintien de l'ordre. C'est pour intervenir sur des violences urbaines. C'est une arme intermédiaire de défense et c'est justement pour contenir ce qui s'appelle des violences urbaines. Et tout le matériel en fait de maintien de l'ordre, de ce qu'on appelle le MO, est employé également sur des violences urbaines qui sont de plus en plus fréquentes et récurrentes. Notamment, on a tous en tête cette CRS, la CRS 8, qui est employée justement pour des événements extrêmement violents et notamment sur des violences urbaines. Donc, ce qui va être injecté dans le maintien de l'ordre peut être également employé sur des violences urbaines ou sur des endroits complètement dégradés. On a aussi en souvenir ce qui s'est passé dans d'autres territoires français, notamment en Guadeloupe, où il y a eu énormément, et en Guyane, où il y a eu énormément de mouvements qui se sont produits, extrêmement violents, et où les forces de l'ordre étaient complètement démunies et ont dû faire face à des individus extrêmement violents et armés. Alors, Perrine Salé, si vous l'acceptez, si vous voulez bien rester 5 minutes avec nous après le Flash Info, Nicolas Vidal également, on tente de vous garder, mais je me tourne vers Emmanuel Noël pour les informations. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Notre vidéo est avec Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes de Force de l'Ordre en colère, FFOC, avec un livre qui sortira bientôt, Putaflic, un livre coécrit avec Aurélie Laroussi chez Ring. Et nous sommes toujours avec Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Media. C'était la question que je souhaitais vous poser, Perrine Salé. Ce livre qui arrive bientôt en librairie, pourquoi Putaflic ? C'est une expression qu'on vous a sortie peut-être ? Effectivement, en fait, au moment d'écrire notre livre, on s'est dit un petit peu façon Sartre, l'enfer c'est les autres, et on est enfermé dans une image que les gens ont de nous. Donc aujourd'hui, femme de flic, c'est mon quotidien, mais dans les yeux de ceux qui nous menacent, de ceux qui en ont contre la police et qui en ont donc contre les familles des forces de l'ordre, nous traitent de putaflic. Vous en avez déjà reçu cette insulte ? Effectivement, c'est l'insulte que je reçois le plus fréquemment. Donc ça a été effectivement ce mot qui est venu spontanément. Comment décrire notre quotidien d'angoisse, comment décrire ce qu'on subit réellement dans ce quotidien un petit peu d'enfer de femmes de force de l'ordre, de femmes de flics, ça a été putaflic. Et c'est quoi l'enfer de femmes de flics ? Vous recevez des menaces d'abord ?
Effectivement, il y a des menaces, des injures, des menaces de mort, parfois même des traques un petit peu et sur nos compagnons et sur nous-mêmes. Des femmes de CRS reçoivent des menaces dans leur boîte aux lettres, alors que ce sont des fonctionnaires qui sont en déplacement très régulièrement. Donc effectivement, ça fait partie d'un quotidien, mais également il y a nos enfants qui subissent une forme de harcèlement parce que notre société est tombée dans une vague de haine à l'encontre des forces de l'ordre et notamment à l'encontre de la police. Une vague de haine qui n'est pas du tout endiguée, qui n'est pas du tout prise en considération. On considère que la haine anti-flic est un mythe chez certains partis d'extrême gauche. Donc non, la haine anti-flic est bien réelle et la haine des familles de flics est d'autant plus réelle. Nicolas Vidal. Oui, Perrine Salé. Au niveau de l'association, quels sont pour vous, quels vont être pour vous les grands enjeux, les combats de cette année à venir, au vu de la situation que vous avez évoquée durant cette émission? Quelle est votre revendication, première auprès de la haute administration policière et du ministère de l'Intérieur? Alors disons que pour l'association, comme on ne représente pas du tout les fonctionnaires de police, c'est le pan des syndicats. Oui. Nous, on est... On a envie de parler des problématiques de la police à travers ce que nous, on vit au quotidien, c'est-à-dire femmes de flics et familles de forces de l'ordre. Donc, nos revendications sont assez claires. On en a 4 grandes lignes qui se sont dégagées après 5 ans d'existence de l'association. Mais surtout, il y en a 2 points qui nous touchent tout particulièrement. Premièrement, la prévention contre le suicide, mais également l'accompagnement des familles après ces suicides. Comme je parlais précédemment, on a plus de 30 enfants qui sont devenus orphelins de père ou de mère. Aujourd'hui, comment ces 30 enfants vont continuer à grandir? On estime que l'État, en tant qu'employeur des fonctionnaires de police, a sa responsabilité à avoir et doit prendre ces responsabilités-là envers ses enfants. Ce n'est pas le cas pour le moment? Non, c'est pas le cas parce que un fonctionnaire de police qui meurt en service, c'est un fonctionnaire de police émérite, c'est un fonctionnaire de police qui va voir son assurance vie reversée à sa famille, qui va, pourquoi pas, permettre à sa famille de percevoir sa pension de retraite, qui va avoir ses enfants pris en charge en étant pupille de l'État. Bon, c'est pas d'office, mais ça l'est quand même. Mais aujourd'hui, pour les enfants de suicidés, c'est un petit peu... des laissés pour compte. Ce sont ceux qu'on va laisser un petit peu de côté parce que ça fait un peu tâche de s'être suicidé, alors que la majorité se suicide beaucoup par l'arme de service ou également dans les locaux des commissariats. Qui reviennent, je précise qu'il y en a qui reviennent hors des jours de travail pour aller se suicider dans les bureaux de la police. Donc à un moment donné, c'est que il y a un lien avec cette profession et ce taux de suicide. Donc c'est pour nous évident qu'il faut prendre en charge la police fait partie des fonctions, il y en a quelques-unes avec la santé, notamment à l'hôpital, et puis les agriculteurs, où il y a le plus de suicides. Donc cela veut quand même tout de même dire quelque chose. Ça veut tout de même dire qu'il y a un vrai malaise et que malgré 5 ans d'ancienneté de l'association, cet élément-là n'a toujours pas été vraiment pris à bras-le-corps. Il y a plein de commissions d'enquête ou de réformes ministérielles qui sont proposées, mais est-ce qu'elles ont répondu à cela? Non, pas du tout. Et le deuxième point sur lequel l'association aimerait agir, c'est sur cette fameuse forme de haine anti-flic que nous, familles, subissons. Aujourd'hui, si je suis menacée de mort, si la présidente de l'association, Aurélie Laroussi, a subi des menaces de mort, que ses enfants ont subi des menaces de mort, c'est parce qu'on est des femmes de flics. Donc, on subit une forme de discrimination, au même titre que les autres discriminations qui sont prévues par la loi. Or, aujourd'hui, la discrimination du fait de la profession n'existe pas. Aujourd'hui, je le dis, il y a une discrimination du fait de la profession et notamment du fait d'être flic. Aujourd'hui, si on est menacé, si on est insulté, c'est pas parce que on est blanche, noire, arabe, de religion musulmane, bouddhiste, hindouiste ou chrétienne. Non, c'est parce qu'on est femme de flic. Donc c'est une vraie forme de discrimination. On aimerait faire reconnaître cela parce que ça peut venir aggraver certaines peines qui pourraient être prononcées demain si on se fait agresser. C'est malheureusement ça aujourd'hui auquel on pense, c'est comment est-ce qu'on va devoir réagir demain si on est agressé.
et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire prévaloir devant les tribunaux. Donc aujourd'hui, c'est une vraie réforme qu'on veut demander. C'est un vrai geste symbolique, ça ne coûte pas un centime, mais par contre, ça a une importance pour nous. Merci beaucoup Perrine Salé. Je rappelle, vous êtes porte-parole de cette association Femmes de Force de l'Ordre en colère, FFOC, et puis ce livre qui arrive bientôt, Putaflic, donc une insulte que vous recevez souvent, visiblement. Un livre coécrit avec Aurélie Laroussi. Merci à vous Nicolas Vidal, mais restez avec nous, parce que juste après, on vous retrouve pour votre chronique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.